On avait des gens qui disaient « j'adorerais avoir le même produit pour ma boîte ». Et c'est comme ça qu'on a lancé la partie entreprise. Il faut aussi comprendre que plus un deal est grand, plus l'incertitude est grande. On n'a pas régionalisé au sein d'un pays. La France est un pays où il y a des millions d'entreprises, donc c'est assez important. On n'a pas verticalisé et on a peu segmenté en taille. Et cette équipe-là, elle a permis d'offrir à Revolut comme canal d'acquisition un des plus forts ROI de toute la boîte. Évidemment, il y a des one-to-one, évidemment, il y a du temps qu'on passe ensemble, mais on essaie de débloquer des problèmes et d'aller de l'avant. Donc on minimise le temps de meeting le plus possible pour être dans l'action. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Vous pouvez aussi nous suggérer des invités là-bas ou sur LinkedIn. Mais passons au plus important. C'est le dernier épisode de cette 7e saison de Vive la Vente d'ailleurs. Quelques annonces vous attendent à la fin de cet épisode. Et pour clôturer cette saison en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Charton, Head of Sales Europe de Revolut. Si vous ne connaissez pas encore Revolut, c'est une néobanque et c'est aussi et surtout la fintech la plus valorisée d'Europe, atteignant quasiment 50 milliards de dollars grâce à 50 millions de clients particuliers et plus de 1 million de clients professionnels en 2024. Ces chiffres B2B, ils sont produits par une équipe de 700 commerciaux segmentés entre paniers moyens et canaux d'acquisition bien sûr. On va en parler tout de suite. Alors pour tirer tous les enseignements d'une machine de vente aussi gargantuesque, voici les questions principales que nous lui avons préparées pour recevoir ses meilleurs conseils. Comment piloter une organisation commerciale de centaines de personnes? Comment trouver le juste milieu entre l'autonomie complète des commerciaux et le besoin de structuration et de transparence? Et comment rester agile dans un marché ultra concurrentiel quand on est déjà un géant? Un bien beau programme pour un super invité, mais avant tout, je suis ravi de t'accueillir Maxime. Comment vas-tu et comment va Revolut? Très bien, merci de me recevoir. Revolut va très bien, on se développe, y compris en France, comme vous avez pu voir dans les récentes annonces. Là. Vous êtes devenu énorme. J'ai la chance d'utiliser Revolut depuis 2016, je crois que je te l'avais dit. Et en plus, j'en avais entendu parler par chance, vraiment assez tôt. Vous avez beaucoup changé depuis. Vous avez convaincu énormément de particuliers et aussi énormément d'entreprises, mais vous êtes parti pour en convaincre encore plus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces priorités-là, de ce qui va animer cette année 2025? Alors, je commencerai juste en disant que Revolut a effectivement démarré en étant une application qui permettait aux gens de voyager plus simplement, en réduisant leurs frais de devises, de retrait, de transfert d'argent. Et de ce cas d'usage assez simple, on a étendu une offre jusqu'à devenir finalement une néobanque et une banque de tous les jours pour nos clients. Et rapidement, des clients ont voulu avoir la même expérience et la même qualité de service et de produit pour leur activité professionnelle. Donc on avait des gens qui disaient « j'adorerais avoir le même produit pour ma boîte ». Et c'est comme ça qu'on a lancé la partie entreprise. Et depuis, cette activité s'est lancée avec beaucoup de similitudes finalement que la partie particulier. La différence étant qu'au bout de 3 ans, on a mis un premier commercial sur le terrain. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure Sales chez Revolut et qu'on a lancé cette équipe. En plus, vous avez une taille de marché adressable qui est assez énorme, on y reviendra tout à l'heure, mais à l'origine, vous adressiez des gens qui étaient très connectés, qui voulaient avoir cette flexibilité-là. C'est des gens qui, de par leur flexibilité, peuvent fonder par exemple des micro-entreprises, des petites entreprises, donc peut-être des gens aussi faciles à convaincre quand ils viennent de fonder des petites structures d'utiliser Revolut, mais on va voir comment vous n'avez pas convaincu que ces gens-là et comment vous êtes en train d'en convaincre plein d'autres. Tu vas nous en parler, mais on va d'abord revenir sur ta carrière dans cette émission, c'est habituel. Avant d'arriver chez Revolut, tu évolues chez McKinsey, Salesforce, Ubik. Est-ce que tu peux nous résumer ta carrière dans la vente? T'as fait des choix hyper audacieux, je trouve. T'es passé un peu du conseil à la vente, puis au management. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qui a animé ces choix? Bien sûr, alors ça s'est fait de façon un peu hasardeuse. Hein. J'ai pas été, comme peu de gens le sont, très stratège dans ma carrière. J'ai beaucoup aussi saisi des opportunités. Une chose m'animait, c'était sûr, c'est que je voulais être dans une forme de relation humaine au travail importante. Et que je me suis rendu compte que je voulais aussi apprendre de gens charismatiques et j'ai trouvé que dans le monde de la technologie, les entrepreneurs, les directeurs commerciaux d'entreprises de toute taille étaient des gens qui m'inspiraient pas mal et c'est comme ça que je pense que ça m'a rapproché progressivement de cet univers. Du conseil, je suis effectivement passé dans une boîte de technologie créée par un ancien consultant. Un peu sans m'en rendre compte, je suis devenu commercial. Et d'ailleurs, justement, pour l'anecdote, je crois qu'il y avait une partenaire d'un cabinet de VC qui avait lancé, je crois, la Talent Letter et qui avait figuré mon profil et qui m'avait dit en amont que un truc qui m'irait vraiment bien compte tenu de mes attentes, mon background, ce serait de faire de la vente commerciale en tant que commercial grand compte pour une solution de software
Je l'ai regardé avec des grands yeux, en mode, mais de quoi elle me parle? Et sans m'en rendre compte, c'est ce que j'ai fait chez Ubik, prenant mon premier job après mes années chez McKinsey. Donc une excellente conseillère d'orientation. Ouais. Tu peux revenir sur Elle m'a bien surpris. La talent letter, c'est quelque chose évidemment où on transmet le fait que là il y a une perle grosso modo. Hein. Oui, je crois que ça a démarré en 2017, quelque chose comme ça. Et donc une équipe de gens qui dans le monde du VC envoyaient quelques profils toutes les semaines à une communauté de gens qui pouvaient être intéressés pour les recruter, souvent des fondateurs de start-up. Donc dans cette communauté, ça permettait d'avoir beaucoup de visibilité en tant que profil featuré, ce qui a été mon cas. Et tu fais ce switch là donc ensuite Salesforce? Oui, chez Ubik, je me suis rendu compte que j'aimais bien la vente, j'aimais bien la relation client, que c'était intéressant la vente entreprise, grand compte, vendre des solutions complexes, être face à des clients qui sont assez matures, des organisations internationales, larges. Il y avait plein de défis à relever qui m'intéressaient. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des opérations très intéressantes dans le secteur de la vente, dans la fonction commerciale. Et que si tu faisais bien ces opérations, il y avait des leviers d'optimisation et de gains d'efficacité énormes, de productivité, d'efficacité, de performance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter les équipes de revenus ops ou opérations commerciales chez Ubik, et que je suis arrivé chez Salesforce pour faire ça à temps plein. Et Revolut? Revolut, moi j'ai sauté à pieds joints quand on m'a proposé de rejoindre parce que j'étais déjà client. J'adorais l'expérience que j'en avais. J'avais une confiance assez évidente dans la capacité de l'entreprise à exécuter l'ambition qu'elle avait. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était un bon pari. J'aurais pu signer pour n'importe quel job commercial ou même job chez Revolut. Il se trouve que ça a été un job vraiment passionnant avec une équipe qui était elle-même extrêmement ambitieuse et en pleine croissance et qui est passée de 0 à 1000 personnes en l'espace de 4 ans. Je suis arrivé, au milieu de cette phase de croissance quand l'équipe était pas encore mature. Et une de mes missions, ça a été d'apporter une structure, des compétences, des savoir-faire que j'avais pu trouver dans mes jobs passés, venant d'organisations plus matures et d'organisations sales qui avaient pu développer ou utiliser un playbook parfait. Et c'est ça que j'ai essayé de faire chez Revolut en arrivant. Parce que t'étais sur des paniers moyens sans doute peut-être beaucoup plus élevés dans la vente complexe, la vente grand compte, donc t'as pu t'inspirer de ces méthodes, j'imagine, comme tu le disais, très processées, très précises, très rentables aussi, et les apporter chez Revolut. Et on va parler un petit peu de ces belles ventes que tu as faites, parce qu'on a une question classique sur cette émission, les auditeurs me voient déjà venir, et toi aussi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta plus belle vente, ou la plus importante à tes yeux? On en a discuté évidemment en amont, et je sais que t'as closé le premier deal chez Ubik à plus d'1 million d'euros, et tu m'as dit que c'était pas celle-ci forcément la plus belle vente. Je crois que c'était une vente d'équipe assez longue et pour un panier encore plus gros, donc justement assez courte, et pour un panier encore plus gros, et que ça a été assez extraordinaire. Je pense que des deals importants, il y en a absolument tout le temps, et tous les commerciaux qui vendent du software à des grandes entreprises en ont vécu. Aucun ne se ressemble véritablement. On dépeint toujours ce portrait dans une vente complexe. Il y a plein d'étapes, c'est très compliqué. Il faut aligner tout le monde, etc. Champion, détracteur. Ouais, voilà. Donc comprendre les enjeux, aider le client à formuler son besoin, construire une offre adaptée, customisée à ce besoin particulier, et puis embarquer tous les gens dans le projet, le délivrer, faire la vente à toutes les personnes du Comex pour que c'est très compliqué, effectivement très long. Moi, l'exemple que je viens de partager, c'est un exemple tout à fait opposé, où on a vendu un deal remarquable par sa taille et surtout par son efficacité. Ça a pris très peu de temps et c'était très drôle à faire. Donc en à peu près 72 heures, on a vendu un deal majeur qui n'était pas forcément prévu, qu'on ne pensait pas possible, en discutant avec 2 personnes et demie chez un client type grande entreprise française, parce qu'il y avait un vrai événement qui pouvait transformer ça en valeur pour eux, et on leur a positionné, on leur a expliqué la valeur qu'il y avait à chercher et qu'ils pouvaient activer très rapidement en signant davantage chez nous et en modifiant les termes de notre contrat et en se réengageant. Et on a créé de la valeur effectivement en millions d'euros en très peu de temps, juste en ayant une bonne explication de cette opportunité de création de valeur pour eux, qui était finalement mutuelle, parce qu'on a aussi pu signer un gros deal.
Est-ce que tu peux caractériser un petit peu la taille de ce deal pour nous? Oui, c'était plus d'1 million d'euros de revenus supplémentaires sur 5 ans. Donc c'était assez significatif. C'est pas les plus gros deals qu'on peut imaginer dans le monde du software, mais c'était quand même important. Et en fait, au moment du Covid, il y a beaucoup d'entreprises ont modifié leurs activités, leurs lignes de business, et beaucoup ont énormément cru sur la partie en ligne. Et on a pu bénéficier de chez Salesforce parce qu'il y avait on a investi dans les solutions e-commerce quelques années avant le Covid, et on a pu accélérer sur une grande partie de ces contrats en accompagnant nos clients dans toute la plateforme e-commerce qu'ils avaient en place pour générer leur revenus en ligne. Et ça fait partie de ces exemples-là. Et là, l'ARR, il était quand même assez solide. Si tu me permets de juste le rappeler, c'est quand même pas mal. Donc, on l'a précisé chez Salesforce UB que tu as managé ou tu as géré des énormes deals, tu as managé des commerciaux qui géraient, ou toi-même tu as géré des énormes deals. Parlons un peu finalement une dernière fois devant tout grand compte avant d'ouvrir le capot de ta machine de vente. Est-ce que tu saurais synthétiser quelque peu tes enseignements sur la question pour nous donner un peu une overview de ce qu'il faut faire dans la vente complexe ou la vente grand compte grosso modo en 2025? C'est un peu ce que je racontais précédemment, il faut procéder par étapes, il faut souvent repenser aux besoins fondamentaux du client. Dans ce cadre-là, essayer de les formaliser, de les connecter avec les enjeux business de la boîte, comprendre qui sont les interlocuteurs, adresser les besoins de chacun, avoir une vision de planification de l'exécution de ce deal, parce que ça va prendre du temps, il faut être réaliste sur les deadlines. Donc en fait, il y a plein de méthodologies qui existent, c'est intéressant. Il faut aussi comprendre que plus un deal est grand, plus l'incertitude est grande dans quand il va closer et dans quelle est la taille du deal. Peu importe l'étape à laquelle on est finalement. Et ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête. Et cette incertitude, elle grandit finalement avec les deals, parce que si on pense à une organisation qui génère 1 million de revenus avec des petits deals, voilà, l'effet statistique du nombre de petits deals va finalement s'équilibrer, et on est à peu près sûr qu'on va délivrer le revenu dans les temps. Avec des gros deals, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que chez Salesforce, il y a cette culture très particulière de l'exécution des grands deals, et chacun est particulier. Donc il faut accompagner cette incertitude et cette particularité. Et quand on apprend à faire ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut ensuite répliquer finalement dans le sens inverse sur toute taille de deal. Donc c'est important d'investir beaucoup de ressources et d'attention, et d'apprendre lors de ces phases où on est exposé à des deals importants. Ça, chez chaque commercial, c'est l'opportunité d'apprendre, même si après on va refaire des deals plus petits et du business as usual, peu importe, c'est toujours l'opportunité de grandir et d'être face à des situations uniques. Mais comme tu le disais, on n'est jamais sûr de finalement obtenir le gros deal, donc il faut avoir finalement une base client assez diversifiée. Souvent on parle d'une pyramide même client, on essaye de diversifier au maximum un petit peu ses paniers. Mais pour revenir à ce que tu disais, il y a une question qui me venait, c'est tu bossais donc pour Salesforce, c'est une énorme entreprise avec un brand name qui est super, un brand equity qui est super important. Comment est-ce que tu faisais pour réactiver peut-être lors de ventes complexes grand compte des prospects qui peut-être mettaient du temps à répondre? Parce que j'ai envie de dire que comme c'était une super boîte, de toute façon, on allait, quoi qu'il arrive, respecter un peu plus vos démarches de prospection. Mais ça devait arriver de temps en temps que finalement, on vous réponde plus. Est-ce que tu avais un petit peu des méthodes justement pour réactiver Alors, je vais être honnête, il y avait pas beaucoup de prospection chez Salesforce. Il y en avait, mais c'est pas la même chose que ce que je vis actuellement ou ce que nos équipes vivent. C'est très différent. Effectivement, les gens répondent, ils sont toujours intéressés, on anime une relation dans la durée, même s'il n'y a pas forcément de revenus qui est généré avec le prospect, c'est quasiment comme un client. Les prospects, ils sont couverts avec une intensité, avec une animation depuis des années. On connaît beaucoup de gens là-bas, on connaît des gens parce que certains sont des anciens clients qui viennent de la concurrence. Fonctionnellement, il y a plein de gens du monde de la technologie, du commercial dans ces entreprises, prospects qui en fait ont pu venir d'autres organisations, connaissent Salesforce par ailleurs, donc c'est difficile d'avoir de se faire ghoster. En tout cas, oui, il y a pas ce côté se faire ignorer, ouais, c'est sûr. Et dernière question impromptue sur la vente grand compte, quand on se fait finalement lâcher à la dernière étape, à la dernière minute, c'est des questions de quoi quand on est Salesforce, quand on adresse des énormes paniers? Est-ce que c'est une question de prix? Qu'est-ce qui fait la différence à la fin des fins? Plein de choses rentrent en jeu, il y a la qualité des solutions, il y a la relation qu'on a pu construire et tisser avec les équipes en face. Bien sûr, je voulais dire si vous avez réussi à tout gérer jusqu'au bout. Ouais, et puis il y a aussi franchement le prix et la valeur qu'on vend. Salesforce, c'est une école de vente par la valeur, de produits premium. On cherche à se différencier des autres solutions
existantes sur le marché par un produit qu'on pense être supérieur. C'est vrai pour la partie de business historique, le CRM, mais c'est vrai pour les autres solutions également. Et du coup, il faut se défendre. Et c'est, contrairement à ce que les gens pensent, assez concurrentiel. Donc, moi, je pense que c'est une bonne école. Effectivement, certaines personnes on dit de l'extérieur, mais ça va être facile de vendre. Vous avez, c'est un monopole. Pas du tout. Pas du tout. Salesforce a une position importante sur le marché, plus de 20% de part de marché, mais combien de solutions CRM il existe? Des centaines, des milliers. Je m'étais plutôt imaginé un oligopole où seulement le prix finalement va faire la différence à la fin du cycle de vente. Bon, évidemment, je caricature énormément, mais j'aurais imaginé que peut-être le prix, à la fin des fins, il va falloir y toucher pour réussir. Ah, il faut toujours toucher au prix, mais en fonction de la valeur. C'est pour ça que, en fait, les solutions qu'on vend, elles sont vraiment complexes, et au bout d'un moment, il faut expliquer pourquoi elles sont différentes et quelle valeur il y a en face. Et c'est toujours cette démarche de prix-valeur qui est la plus difficile, parce qu'en face, on a souvent des solutions qui sont plus simples, qui écartent un grand nombre de fonctionnalités et qui proposent des prix plus bas, mais qui n'offrent pas la même valeur. Absolument. Jouer l'avantage concurrentiel jusqu'au bout. Parler value selling, et je pense que tu parlais aussi un peu de méthode de qualification avant. Vous utilisiez, j'imagine, Medic, des choses comme ça chez Salesforce? Oui, ça fait partie des choses qu'on entend, des acronymes qu'on entend régulièrement pour expliquer des méthodologies de vente, mais il n'y en avait pas une en particulier. Il y avait même, comme dans toutes les organisations commerciales, différentes versions, différents en philosophie, j'imagine. Oui, on a itéré sur différentes formes. Il y avait même au sein de l'entreprise, en fonction des typologies de clients, taille de deal, problématiques qu'on avait, différentes méthodologies proposées. On va voir lesquelles tu as donc amené chez Revolut pour obtenir les résultats dont on parlait en introduction, puisque c'est le moment d'ouvrir le capot de ta machine de vente. On va revenir justement sur vous, comment est-ce que vous pouvez éventuellement avoir cet avantage concurrentiel, quelle est la différence donc chez Revolut, quelle est votre proposition de valeur, tu le disais un peu tout à l'heure, tu parlais du B2C et moi j'avais cette question-là, est-ce que c'est la même pour le B2C finalement, est-ce que c'est la simplification? Oui, c'est une bonne question, effectivement, on parlait au début de l'historique de comment le produit entreprise s'est lancé, il y avait la même envie des clients d'avoir une expérience très simple, très efficace, avec un prix compétitif. Et c'est toujours la même chose qui nous anime aujourd'hui et ce qu'on propose à nos clients. C'est baisser leurs frais financiers, tout en ayant plus de valeur par ailleurs, parce qu'un outil qui est extrêmement rapide, efficace, et une grande liberté, une grande autonomie dans l'usage. Toujours ce côté produit très simple, qui va répondre à une grande variété de besoins, et qui commence par être assez générique quand on les déploie sur les marchés, et avec le temps, on localise des produits pour être encore plus performants. Est-ce que tu as des exemples de produits que vous localisez un petit peu justement d'ailleurs? Ça peut ne pas paraître un produit, mais par exemple les IBAN, donc les relevés d'identité bancaire qu'on a proposé à nos clients pendant des années, ils n'ont pas été localisés parce qu'on les hébergeait en Lituanie. Oui, c'était en Lituanie parce on avait une licence bancaire lituanienne qui nous permettait d'avoir un passeport bancaire européen, et on sentait que c'était un frein à notre expansion. Plein de clients qui avaient des difficultés à venir, des difficultés à payer ou être payés plutôt, et que c'était compliqué dans leur activité. Et on a localisé et on a migré la majeure partie de nos IBAN lituaniens sur des IBAN locaux, et on a fait ça marché par marché. Et en France, ça s'est fait côté particulier, puis côté entreprise, et même si les règles européennes sont très claires, il n'y a pas le droit à avoir de la discrimination à l'IBAN, c'est un des principes fondamentaux du marché unique et de l'intégration des règles bancaires européennes, mais on a été au-delà parce que on se rend bien compte que il faut être plus pertinent localement et avoir une offre qui correspond aux besoins du pays. Bien sûr. À titre d'exemple aussi, sur les produits d'épargne, on n'a pas encore le livret A en France. C'est une chose qu'on va faire, on en a parlé déjà, ça va arriver. Super, j'avais pas reçu cette information en faisant mes recherches, donc c'est génial. Je sais bien sûr que vous avez bougé les IBAN en France, puisque moi-même mon IBAN a donc changé grâce à vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, dans d'autres marchés? Oui, en fait, il y a pour les entreprises, parce qu'on parle de des équipes commerciales, il y avait beaucoup de limites dans certains pays, notamment Italie, pour pouvoir payer tes impôts. Donc une entreprise a besoin de s'intégrer avec les systèmes les systèmes de prélèvement obligatoire italiens. C'est des normes comptables d'intégration particulières, et on a développé cette fonctionnalité qui permet maintenant à nos clients entreprises en Italie de pouvoir payer leurs impôts, ce qui est un principe fondamental si on prétend un jour devenir une banque principale de ses clients. Et c'est notre ambition, c'est de devenir, pas au début être une banque secondaire peut-être, mais devenir la banque principale de nos clients, entreprises également. La facilité d'utilisation, la transparence et aussi l'adaptabilité, parfait.
Donc on y est là, on va parler de ton organisation commerciale. Comment est-ce que vous avez organisé les différentes équipes à travers le monde aussi pour vous adapter donc aux marchés locaux? Tu vas nous parler dans ce podcast de l'Europe pour les sales, mais tu gères aussi les inbound sales pour plutôt le monde. On y reviendra un peu plus tard. Parlons exclusivement là pour le moment des équipes commerciales qui grosso modo prospectent. Ouais. Bon, on est organisé par marché, comme souvent les organisations commerciales le sont, mais on est très généraliste dans le sens où au sein de chacun de ces marchés, les commerciaux peuvent adresser une base très large de clients. Toute taille de panier moyen, pas de segmentation. On n'a pas régionalisé au sein d'un pays. La France est un pays où il y a des millions d'entreprises, donc c'est assez important. On n'a pas verticalisé et on a peu segmenté en taille. Donc les segments sont, finalement il y a 2 segments, 3 peut-être. Donc PME, mid-market, marché intermédiaire, et puis grandes entreprises. Et grandes entreprises, c'est une équipe particulière dédiée à part qui se focalise sur des comptes clés. Donc on donne beaucoup de terrain de jeu à ces commerciaux. En revanche, on est localisé par pays pour s'assurer qu'on ait une relation client et un service le plus agréable possible pour nos clients et pertinent. Donc dans la langue, en respectant les règles de prospection, les règles marketing, GDPR et autres locales, très important pour nous. Donc on a commencé par quelques marchés, les marchés d'Europe de l'Ouest et historiques de Revolut, et puis on a étendu à l'ensemble de l'Europe pour couvrir les 30 marchés. Combien de personnes sont donc sous ta responsabilité en Europe et segmentées, enfin du coup pas segmentées, mais comment est-ce qu'elles sont compartimentées selon ces tailles adressables? Oui, donc on a plusieurs centaines de commerciaux en Europe, au total 1000 je pense. Il y en a une partie au Royaume-Uni, dans d'autres pays qu'on a hors Europe, mais l'essentiel est quand même en Europe encore. Et organisé par marché, comme je disais, les principaux étant France, Italie, Espagne, Irlande, Pays-Bas, et puis on a de plus en plus étendu notre coverage à l'ensemble de l'Europe avec les 30 pays, comme je disais. Donc 700 commerciaux généraux, on va dire. Oui. Et ensuite, comment est-ce que, bon, je vais utiliser les termes, on va dire assez tech, digital, peut-être parisien, mais pour enterprise et mid-market, combien de personnes? C'est des équipes plus petites qui se sont lancées après. Et on a une stratégie d'aller up market, comme on dit, dans des comptes de plus en plus grands, mais il faut couvrir leurs besoins également, il faut que le produit s'adapte, il faut développer plein de choses, il faut devenir pertinent, il faut créer de la confiance, et ça se fait dans le temps. Donc ces équipes sont plus petites. Tu veux pas rentrer dans le détail de... En mid-market, il doit y avoir maintenant une petite cinquantaine de personnes, et puis entreprise, c'est un peu plus petit encore. Okay. Combien de personnes sont donc sous ta responsabilité en France et au total? En France, on a à peu près une centaine de commerciaux qui couvrent ce marché. Une des spécificités qu'on a également en tant qu'entreprise et organisation commerciale, c'est la culture de travail à distance. Donc, il y a une forme de grande flexibilité accordée aux employés. Ils peuvent travailler d'où ils veulent, dans le pays où ils ont un contrat. Mais ces commerciaux qui couvrent le marché français, certains sont dans d'autres pays. Et puis on a aussi des commerciaux qui couvrent plein de pays d'Europe basés en France. C'est un des hubs pour nous. Donc on a une équipe commerciale qui fait plutôt 200 personnes en France. Et il y a voilà, c'est pas un mapping simple France à France. Ça adresse d'autres pays. Ouais. Tu gères aussi les inbound sales monde, je le disais. Pourquoi cette casquette également? Parce que c'est quelque chose qui finalement s'est créé avec le temps. Alors on parlait d'une des caractéristiques qui est, on est assez généraliste et horizontaux. C'est vrai. On l'a été initialement, ça a fait notre force. Les commerciaux recevaient une grande variété de clients, ils en prospectaient une grande variété, c'était très riche pour eux. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'un des axes d'amélioration qu'on pouvait avoir, c'était spécialiser les gens dans des fonctions, des sous-fonctions commerciales. La première qu'on a lancée, c'est entreprise. Au début, on a vu que ça a marché. C'était une phase d'exploration. On a lancé ensuite une équipe d'upsell, donc de gestionnaire de comptes existants. Et on a lancé ensuite une équipe inbound avec l'ambition de délivrer encore plus de retours sur investissement, parce que ces clients qui nous arrivent venant du marketing ou de l'organique, ils ont une grande valeur pour Revolut, mais il faut les traiter en volume et avec un coût d'acquisition faible. Donc on a créé des équipes dédiées, spécialisées, qui ont des opérations particulières, des indicateurs de performance particuliers, des managers spécialisés, et cette équipe-là, elle a permis d'offrir à Revolut comme canal d'acquisition un des plus forts ROI de toute la boîte. J'imagine que aussi le cycle de vente est bien sûr beaucoup plus réduit sur
sur ce canal d'acquisition-là. Est-ce que tu as le droit de me dire combien de pourcents est-ce que ça représente les inbound sales sur la génération de CA de Revolut? C'est une équipe qui est plus petite, une cinquantaine de personnes. En revanche, je peux te dire peut-être le nombre de clients entreprises qui viennent à Revolut. C'est plusieurs milliers par semaine, c'est plus de 10 000 je crois, à travers le monde. Parmi ceux-là, on en qualifie une partie. On considère que certains, ils ont la mesure de nous rejoindre par leurs propres moyens. Certains font eux-mêmes la demande de parler à des commerciaux. C'est une plus petite partie. Mais parmi ceux qui tentent de nous rejoindre, certains drop dans le funnel d'onboarding. Et c'est là qu'on fait intervenir des commerciaux pour les réactiver et les faire venir chez nous. Merci Maxime, la transition est toute trouvée parce que vous avez un modèle qui est basé sur l'autonomie et la performance et je voulais savoir ce que ça signifie au quotidien chez Revolut. Vous êtes aussi connu pour ça et tu le disais un petit peu, vous avez une flexibilité très grande aussi sur le télétravail. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'autonomie c'est un vaste sujet, mais si je pouvais dire un truc plus fort d'un point de vue expérience employée et positionnement entreprise, il y a une philosophie, c'est une philosophie de la confiance qu'on retrouve un peu dans les différentes valeurs de Revolut. On essaie d'accorder un maximum de confiance aux équipes. Ça passe par flexibilité dans le travail, où on travaille, le mode de travail, du moment qu'en fait les indicateurs sont atteints, les objectifs sont atteints. Donc en sales, ce que ça veut dire, c'est on essaie d'éviter de rentrer dans trop de détails, de précisément ce que font les gens. Ce qui compte principalement, c'est l'atteinte de l'objectif et comment on est en train d'être sur la bonne trajectoire pour l'atteindre ou pas. Le reste, c'est secondaire. Donc vraiment, cet objectif-là, c'est le principal. Et de la même façon, on veut un système extrêmement transparent et on permet aux commerciaux d'avoir une grande visibilité sur les commissions qu'ils sont en train de générer. Voilà. Sur les spécificités de l'organisation commerciale, il y a quand même des choses très fortes, comme je disais au début, c'est des territoires le plus larges possible, souvent des millions d'entreprises en marché adressable pour les commerciaux, afin qu'ils puissent les prospecter, parce que au Royaume-Uni, en France, en Espagne, c'est des marchés entiers qu'on donne aux commerciaux, et à l'intérieur, il n'y a pas d'organisation. Donc on pourra y revenir. On a des règles très simples qui permettent qu'il y ait une certaine forme de vivre ensemble et que les gens se marchent pas sur les plates-bandes. Et un deuxième aspect qui est très important, c'est au sein d'une des fonctions que maintenant on a créées, donc les fonctions outbound, donc de prospection, les fonctions inbound, peu importe, les commerciaux, ils ont à leur charge l'entièreté de la relation client dans le cycle de vente. Donc jusqu'à la première interaction, de la première interaction jusqu'au closing du client et à l'upsell de ce client pour générer du revenu dans une fenêtre de 6 mois à peu près. Ça va dépendre des équipes, mais il y a au moins 6 mois où les clients les commerciaux portent le client dans leur compte de résultat. Ils deviennent entre guillemets un petit peu account exécutif sur les 6 premiers mois d'onboarding de leurs clients. Ils ont plusieurs casquettes effectivement. On appelle ça gérer tout le cycle de vente, full sales cycle, full stack, il y a plein d'expressions différentes, mais on leur demande de faire de la prospection quand ils sont dans une équipe outbound, donc être PDR. On leur demande de onboarder un client, de closer le deal, donc faire de la négociation, vendre par la valeur, etc. Et quatrièmement, de faire l'upsell du client, donc gestionnaire de compte. Mais que pendant les 6 premiers mois? Oui. Ensuite, les clients restent en contact avec leur commercial. On dit pas aux clients vous avez plus de commercial. En revanche, le commercial, ça rentre dans c'est moins sa priorité de parler à ces clients-là. En revanche, il y a toujours un intérêt parce que on a envie que les clients ils restent chez nous et on a aussi envie qu'ils prêchent la bonne parole et qu'ils ramènent d'autres clients. Donc ça, c'est un principe fondamental, c'est que parmi nos canaux de croissance, il y a l'inbound, il y a l'outbound, mais la notoriété qu'on crée est très importante. Et les équipes commerciales, un des leviers principaux qu'elles ont pour faire croître leur portefeuille de clients, c'est de ramener des référoles. Et donc, bien sûr. t'as toujours intérêt à maintenir une relation avec ton client. Avec un NPS bien élevé, j'imagine. Vous avez mis des indicateurs en place pour la satisfaction. Ouais, il y a et côté produit, et côté sales en particulier. On va y revenir pour justement avoir la transparence la plus live, la plus connectée et la plus accessible possible, puisque tu le disais comme ça, c'est un petit peu gamifié tu le disais pas exactement comme ça, mais à mon sens, c'est un petit peu gamifié pour les commerciaux de savoir exactement où ils en sont, de continuer d'avoir tous les indicateurs clés pour booster leur performance. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant. Est-ce que parfois il y a des commerciaux qui ont tellement finalement de clients à gérer dans leur pipe d'onboarding qu'ils sont obligés de réduire la voilure sur la prospection ou pas? Effectivement, le fait d'avoir cette culture de l'entrepreneuriat et
et devoir jongler avec différentes casquettes dans le cycle de vente, ça suppose une certaine maîtrise. Donc on donne de la flexibilité dans la gestion du pipe, mais effectivement, comme il y a au moins 4 métiers, il faut savoir arbitrer et faire en sorte que à chaque endroit du pipe, on délivre une forme de constance. Donc, faut toujours prospecter un petit peu, toujours onboarder et closer des clients et toujours les upseller. Donc, oui, ça arrive. Après, c'est des faux bons problèmes parce que ça veut dire que souvent, si on est dans cette situation-là et qu'il n'y a rien dans le pipe par ailleurs, parce qu'on se focalise trop sur les clients urgents, en fait, on va peut-être rater le prochain quarter. Autrement dit, plutôt chasseur que cueilleur, même si là, tu as bien résumé ce que vous recherchez chez Revolut, c'est des commerciaux qui sont capables de prioriser, finalement. Oui. On va en reparler. On parlait d'entrepreneuriat, effectivement l'autonomie dans le travail c'est important. Les commerciaux ont à leur charge de définir une stratégie de pipeline qui est efficace. Ils la conçoivent avec leur manager, mais on donne pas un playbook particulier. On va pas regarder le pipe dans ses moindres détails pour le décortiquer. On n'est pas dans de la vente entreprise. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une forme d'hygiène dans ce à quoi ressemble le pipe, en valeur, en quantité d'opportunités. C'est des choses assez simples. Et une énorme vélocité, je crois. Bon, on va y revenir. J'avais une dernière question pour toi. J'avais une dernière question impromptue pour toi, je devrais être plus précis. J'ai fait une partie de mes études en Angleterre quand j'étais très jeune, et on m'avait dit cette phrase qui, je crois, résume un peu ce que tu disais sur l'autonomie. En France, on a plutôt l'habitude de devoir mériter la confiance, et si on prend une approche plutôt anglo-saxonne, on la donne. Et ensuite, on doit l'assumer. Est-ce que c'est comme ça, finalement, que vous voyez les choses aussi? Oui, c'est effectivement un prérequis pour être dans une relation bonne avec son manager chez Revolut, c'est tout de suite prendre cette confiance qu'on accorde aux employés. Il y a l'autonomie dans le travail, il y a la flexibilité, la culture d'entrepreneuriat, mais aussi il faut pas oublier que il y a peu de management volontairement. Donc il faut la prendre cette confiance, sinon c'est compliqué. Si on a besoin de parler toutes les demi-journées à son manager, c'est difficile. Bien dit. Les commerciaux, ils ont donc vraiment intérêt à bien gérer leur pipe. Tu l'as dit, mais il y a un autre intérêt, un intérêt littéral. Ils peuvent toucher jusqu'à 90% du revenu qu'ils génèrent dans certains cas. Ils ont une liberté de gestion de leur pipe qui est assez unique, donc tu l'as dit. Et un scope large, la responsabilité de trouver eux-mêmes leur opportunité au-delà du CRM et des leads internes que tu évoquais. Comment est-ce que les meilleurs font pour garnir leur pipe? Est-ce que d'ailleurs tu peux revenir finalement sur ça, la génération de leads dans le pipe? Oui, alors je pense que ce qui caractérise l'excellence dans la création, la constitution d'une pipeline de clients potentiels, c'est la culture du réseau peut-être qu'on va créer avec cette prospection. Il ne s'agit pas de parler à une quantité infinie de prospects, mais d'arriver à avoir de l'intimité avec eux tôt, comprendre les problématiques business liées à une certaine typologie et animer un réseau tout au long de ce cycle de vente pour que des clients qui ont signé puissent en ramener d'autres, qu'on puisse avoir des informations de chacun et entretenir cette harmonie en fait à travers l'ensemble des clients et prospects avec qui on interagit pour y arriver. Donc c'est ça pour moi qui différencie un très bon commercial outbound d'un moyen, c'est cette intimité qu'il crée avec ses clients. Il faut savoir tirer le fil finalement de cette qualité qu'ils vont apporter peut-être au premier client pour pouvoir en générer 10 derrière, j'exagère mais c'est parodié pour expliquer. Justement, vous mettez quelle intensité dans la recommandation client? Si un client en recommande un autre, à quel point est-ce qu'il est récompensé? Quel est l'incentive finalement pour pouvoir aider le commercial justement à pousser ses recommandations? Alors, l'incentive, il est très fort dans le sens où les clients recommandés ont des taux de conversion vraiment supérieurs. Je veux dire, pour les clients, quel est l'incentive d'en recommander d'autres? Il n'y en a pas forcément. Ok. On connaît le fameux, par exemple, si tu recommandes Revolut à Boursorama, fait ça, plein de banques font ça, là je parle plutôt pour les particuliers, donc je vulgarise un tout petit peu. Conseiller Revolut, si la personne prend Revolut grâce à vous, eh ben il va avoir 60 € dans son compte de réduction, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça aussi en B2B? Ça existe aussi en B2B, avec un mécanisme particulier. Et les sales l'encouragent aussi en direct avec les clients. Donc, il est possible de référer un business en tant que particulier, en tant qu'entreprise, d'avoir un incentive par rapport à ça. En revanche, les commerciaux, ça fait partie de leurs habitudes, à des moments clés du cycle de vente, dans la relation client, de parler d'autres boîtes dans le réseau de la personne face à nous qui pourrait être susceptible d'être intéressée. Et la démarche est toujours la même, il faut que la qualité de service ait plu, que la proposition de valeur soit délivrée, et quand on sent que le client il a adhéré à ça,
Ça peut être effectivement dans son réseau des partenaires, des fournisseurs, ça peut être des filiales de son groupe. Donc la prospection, elle se fait aussi à cet endroit-là, dans la compréhension du réseau, parce qu'en fait, nous, on s'intègre dans les process de nos clients. On est une banque, donc on va supporter le fait de pouvoir être payé à travers différents marchés, différentes zones de leur business, fournisseurs, clients, partenaires et autres. Et donc, lorsqu'on interagit dans tous ces flux d'entreprises, mine de rien, on touche ces autres personnes dans leur réseau. Et c'est là qu'on peut aussi arriver. On peut même trouver des opportunités en regardant finalement avec qui ils font du business. Espérer que c'est devenu plus simple pour tout le monde finalement quand c'est devenu beaucoup plus facile de te facturer ou quoi que ce soit. Bah oui, je suis passé chez Revolut, tu devrais le faire aussi. Je comprends très bien ton point. Alors par exemple, lorsqu'on voit qu'un client a des dépenses par carte importantes avec un partenaire, quel qu'il soit, pourquoi pas aller pitcher les solutions de acquiring à ce partenaire pour faire en sorte qu'ils prennent des solutions et qu'ils puissent accepter des paiements par carte en tant que marchand. Top. Donc quand vous voyez des clients particulièrement actifs, ça va activer peut-être des signaux d'alerte, ou au moins le commercial devrait capter, comme tu me le disais en préparation de ce podcast. Le commercial, de toute façon, il suit les transactions que font ses clients. Il voit ses clients dont le taux d'attrition risque de poser problème, ou justement, là où il a particulièrement adopté l'utilisation du produit, donc peut-être que là, ça peut lui venir en tête de pousser la recommandation auprès de ce client. Vous avez installé quelque chose pour voir si des clients étaient particulièrement actifs et il faudrait leur proposer de faire des recos ou pas encore? Si, il y a effectivement des systèmes de monitoring, des dashboards, et puis après il y a tout le détail des transactions dans le back-office de la banque. Quand n'importe quelle banque, on peut voir précisément ce qui s'est passé à quel moment. Et c'est souvent important pour pouvoir débloquer des situations, interagir avec le client. Mais c'est aussi une source d'information utile pour nous, pour améliorer la relation, la valeur qu'on apporte, et identifier de nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a un flux d'activité qui peut être tellement important qui déclenche justement une petite alerte pour dire là, faut pousser les recos ou pas? Alors, chaque commercial, il regarde tous les jours son PNL. Donc c'est vraiment une culture bancaire, presque salle de marché. On a son PNL avec son portefeuille de clients, on voit ce qu'il rapporte, et tous les jours on regarde. Donc lorsqu'on voit des transactions importantes, des mouvements importants, on les constate tout de suite. Ça peut être des dépôts d'argent, ça peut être des transactions qui génèrent des frais pour nous, ou qui nous rapportent de l'argent. Tout ça, on le constate. Bien sûr. Creusons encore un petit peu la génération de leads et le fait de pouvoir remplir un peu son pipe. Ça représente combien de pourcents dans le pipe d'un commercial chez Revolut, par exemple en France, pour le marché français, le nombre de leads que vous lui fournissez et le nombre de leads qu'il doit trouver lui-même pour garnir son pipe, en ratio, grosso modo? Alors, on a une équipe inbound dédiée maintenant, donc l'ensemble des leads qu'on reçoit et qui sont chauds, on les donne à cette équipe. En revanche, il y a des choses qui existent dans le CRM, plein de relations passées, de tentatives infructueuses, et ça c'est... On parlait tout à l'heure, ce que vous devez peut-être qualifier encore plus, et donc... Exactement, il y a des choses qui ont été abandonnées par d'autres commerciaux, ou même qui sont des anciens inbound qu'on n'a jamais convertis. Toute une richesse dans le CRM d'informations, et on a un système pour le réattribuer, l'assigner, donner accès aux gens, et on automatise de plus en plus tout ça pour faire en sorte que ça circule, et favoriser la prise de risque, et l'initiative vis-à-vis de ces clients dormants ou à signaux faibles. Bien sûr. Vous recrutez des chasseurs, donc ils sont là pour en trouver eux-mêmes. Donc j'imagine que ça représente une part quand même infime de tout leur pipe de vente. Ouais. Alors je pense qu'on est à peu près sur... ça va dépendre des marchés, de la maturité, de l'historique du CRM, mais on est à minima à 50% de pure outbound, avec la recherche de création d'opportunités sur cette base-là, et puis le reste qui vient de l'existant. Comment est-ce que justement vous avez organisé l'attribution des comptes quand un commercial pense avoir, par exemple, trouvé une nouvelle cible, que tout se passe bien, mais quand en fait quelqu'un avait déjà entré la target dans le CRM? Je sais que bien sûr vous avez dû entrer énormément d'entreprises dans le CRM, mais comment est-ce que vous faites? Par exemple, il y a peut-être un commercial qui a passé 2 coups de fil à une petite structure il y a 2 ans, et là il y a quelqu'un qui vient de la retrouver ou de la réactiver, ou ça fait partie de son réseau. Comment est-ce que vous gérez ce partage-là? Alors on a des règles claires et simples de prospection. Donc si quelqu'un a déjà engagé une relation client avec un prospect, il garde la main. Il y a une question d'horizon de temps derrière, mais en revanche, si le lead est ancien, ça n'a pas abouti, on privilégie une dynamique et l'engagement par un commercial nouveau. Et ça, c'est toujours le cas. Après, il y a la question complexe des organisations à différents étages, des groupes. Des durées aussi, donc tu le disais. Qui est un peu plus compliqué. Mais globalement, c'est toujours cette mentalité de favoriser la vélocité, la prise de risque, l'initiative, et le fait que
plusieurs tentatives puissent avoir lieu. Donc en fait, il y a un laps de temps à partir duquel on perd la main sur les choses et ça peut passer à n'importe qui. Et finalement, la fraîcheur d'une nouvelle relation peut aider à réactiver, bien sûr, un compte. Je crois que c'est un peu ce que tu disais aussi. Comment est-ce que vous les aidez à équilibrer entre chasse pure et réactivation, justement? Tu parlais un petit peu de ce ratio-là. Comment est-ce que vous les aidez? Alors, on a une grande culture financière chez Revolut. On est une banque. On a été créé par des anciens banquiers, traders. Donc, on a cette culture on essaie de comprendre chaque canal de clients, chaque typologie, quelle est la valeur qu'elle délivre. Et on essaie de refléter ça dans les KPI et les indicateurs qu'on donne aux équipes. Donc, on rémunère de façon spécifique chaque canal et chaque profil de client par rapport à ça. L'outbound étant le plus rémunérateur et puis l'inbound étant le moins. Vous avez un marché gigantesque, tu m'avais dit 20 millions d'entreprises adressables en préparant ce podcast, puisqu'il y a des secteurs que, pour des histoires de réglementation, de complexité du cycle de vente, vous ne préférez pas adresser, et un produit dont, évidemment, tout le monde a besoin. Comment tu fais pour que chaque commercial garde un discours pertinent, l'adapte éventuellement selon le secteur, sans tomber dans le bullshit ou le discours copier-coller, pour utiliser plutôt un mot français? Ouais, déjà on mise sur la formation, donc il y a une grosse formation initiale quand on rejoint Revolut, 2 semaines à temps plein. J'ai pas vu ça dans beaucoup d'organisations commerciales. Souvent, on est jeté dans le grand bain, et puis on va dire avec son pipe, on parle à son équipe. On n'est pas forcément productif au début, mais c'est assez informel. Je l'ai vu dans mes précédentes entreprises. En disant, tu peux trouver le salesbook à telle URL et le toi, quoi. Nous, c'est 2 semaines où on n'a pas encore pris le crayon, et on est à l'université. On est en classe. Et on intègre son équipe qui est à l'issue des 2 semaines. Donc, il y a un fort accent mis sur la formation initiale, puis une formation continue avec une équipe enablement, et puis le manager qui prend le relais, et différents systèmes avec des pairs, avec des buddies et autres. Il y a combien de personnes dans l'équipe enablement en France, par exemple? Elle est globale. L'équipe... pas une équipe réservée au marché français? Non. C'est une équipe globale. Donc, il y a un petit effort de localisation à faire par les différents managers. Mais ce qui est important, c'est la culture du discours et de le rendre spécifique aux besoins du prospect. Donc, on entre toujours par quelque chose d'assez ouvert et générique, bien sûr, et surtout quand on est tôt dans le cycle de vente. Mais on apprend aux commerciaux à cultiver un profil de client, cultiver une expertise par rapport à eux pour être plus pertinent. Et donc, c'est ça qu'ils font. Et donc, ils adaptent leur script, ils adaptent leur discours client, la position des produits par rapport à ça. Donc, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à poser les bonnes questions et articuler une proposition de valeur qui soit pertinente. Comment tu formes tes managers à piloter des équipes qui sont aussi autonomes? En plus, on le disait, la liberté, l'indépendance, la culture de l'entrepreneuriat, elle est hyper forte chez Revolut. Comme ça, j'utiliserai un peu un autre adjectif que autonome. Vous avez parfois 10 à 15 commerciaux par manager. Il faut pas tomber dans le flicage, il faut pas tomber dans le contrôle inutile, mais il faut pas non plus tomber dans on le laisse un petit peu trop perdu. Vous devez avoir, tu l'as dit, des KPIs super efficaces. Et pour accompagner les sales, on a déjà creusé, mais comment vous faites pour accompagner les managers? Alors déjà, il y a une spécificité, c'est quasiment l'intégralité des managers sont des anciens commerciaux qui ont été promus. Donc on a recruté en externe, on l'a fait au début quand on avait besoin de croître beaucoup, mais maintenant on privilégie quasiment uniquement cette piste. Et ça marche bien, parce que c'est des gens qui viennent du métier, du terrain, qui ont été commerciaux eux-mêmes, ils ont une grande connaissance produit, donc une légitimité importante. On a des programmes de formation maintenant dédiés aux managers pour les faire progresser. On leur demande de cultiver ces valeurs de confiance et d'investir sur les talents avec du coaching et d'adopter en permanence les outils, les contenus, les formations, les dashboards, les nouvelles règles, tout ce qu'on met en place pour les équipes. Et c'est leur rôle en fait de faire le lien entre le leadership et l'infrastructure opérationnelle, financière, technologique et les équipes. Et on essaie de faciliter tout ça pour que ce soit simple, mais on leur demande de faire le pont entre les deux. Ils ont un avantage, j'imagine, à ce que leurs équipes réussissent, et je parle là d'un avantage, d'un intérêt pécunier. Ouais. Les managers ont des incentives 100% alignés avec les commerciaux, on partage les mêmes, et ça remonte jusqu'à... Moi j'ai les mêmes aussi, on a tous les mêmes. Donc un alignement parfait, et ils ont véritablement intérêt à investir sur les talents qui les rejoignent, parce que il faut qu'ils développent leur PNL en permanence et qu'ils aient la plus grosse target possible, parce que plus grosse est la target, plus grosses sont les commissions qu'ils peuvent faire également, comme les commerciaux. On dit souvent que un excellent commercial fait pas forcément un excellent manager, parce qu'il est peut-être, tu vois, un petit peu trop focalisé sur
sont variables que le variable que son équipe va pouvoir produire. D'abord, première question, est-ce que les managers commerciaux ont toujours un pipe à générer? Et deuxième question, pour toi, comment est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un qui peut être un très bon commercial, qu'on pourrait peut-être mettre plutôt dans l'équipe Enterprise par exemple, et qui pourrait être un très bon manager? Désolé, question avec deux petits tiroirs. Alors non, ils ont absolument rien à faire à part manager, c'est du pur management. Gérer 10 à 15 personnes au quotidien, plus faire ce jonglage entre l'opérationnel, l'évolution très rapide et les innovations qu'on propose avec l'équipe, pas être dans les discussions clients par ailleurs, ça prend beaucoup de temps. Donc ils ont beaucoup de travail. Et effectivement, oui, il y a des profils très différents. Nous, ce qui compte, c'est que ils adhèrent au profil de manager idéal, qui est un doer, qui délivre et qui intervient, qui débloque les problèmes. Cette mentalité d'être dans l'action et d'être impliqué, elle est jusqu'au plus haut niveau. Et c'est pas surprenant de voir des leaders dans la boîte, jusqu'au CEO, s'impliquer directement sur les sujets. Il n'y a pas de culture c'est les autres qui font à ta place. Donc un manager doit être quelqu'un qui débloque les situations et qui multiplie les talents. Puis je pense qu'on entend rien qu'à tes réponses, on sent une implication à finalement tous les niveaux sur la réussite des deals. Et est-ce que d'ailleurs tu peux nous partager un peu les rituels que vous avez mis en place qui ont un vrai impact pour que justement on arrive à faire réussir ces équipes, donc des deal reviews entre managers, des one-to-one, du coaching. Est-ce que vous avez installé des meet-up comme ça, un peu réguliers? Oui, alors il y a... les classiques, tu vas me dire, ouais. J'imagine. Non mais les équipes se parlent quasiment quotidiennement. Ok. Souvent avec une session de démarrage de la journée. En clôture de journée, il y a parfois des questions-réponses ouvertes. Donc ils ont ces petits moments, petites respirations, ils sont en groupe, ils peuvent partager des informations. Le manager anime l'équipe, il donne les priorités, il partage les résultats, il célèbre des choses également. En revanche, tout ce qu'il reste, on essaie de minimiser. C'est-à-dire que les one-to-one, on va à l'essentiel. Les meetings à large audience, on essaie d'avoir uniquement ceux qui sont importants. Donc il y a un update hebdomadaire pour tous les managers. En revanche, pour les équipes, il y a un all-hands par quarter. Ça suffit largement. On a vraiment cette identité partagée par le fondateur qui est que les gens qui excellent, ils n'ont pas besoin de bonjour, comment ça va, etc. C'est ce que Nick disait dans des interviews, et je pense que c'est vrai. Et donc, évidemment, il y a des one-to-one, évidemment, il y a du temps qu'on passe ensemble, mais on essaie de débloquer des problèmes et d'aller de l'avant. Donc, on minimise le temps de meeting le plus possible pour être dans l'action. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être ce fameux syndrome de la réunionite dans leurs organisations. C'est un mot qu'on entend quelquefois. C'est bien parce que vous proposez un plan de carrière finalement à vos commerciaux. Ils peuvent éventuellement devenir managers s'ils réussissent, s'ils correspondent bien à cette culture de doer que tu évoquais. C'est quoi la durée d'expérience moyenne que peut avoir un commercial chez Revolut en termes de temporalité? Alors la progression, c'est un sujet important. On est une entreprise qui va très vite, et qui attire beaucoup de talents. En plus, je crois qu'on partageait des statistiques super impressionnantes du style 100 000 candidatures, ou un ordre de grandeur d'être assez délirant à l'échelle de la boîte. Rien qu'en sales, il doit y en avoir des dizaines de milliers, je pense. Donc, effectivement, on attire beaucoup de gens. Maintenant, il faut les faire rester, les faire grandir. Donc, il y a toute une politique de progression automatique des gens. Les gens, s'ils performent, ne peuvent pas rester à un même niveau de seniorité. C'est automatique de progresser. La promotion, elle intervient de façon moins automatique, sous proposition du manager, mais il y a 2 cycles par an, c'est quand même important, 2 fenêtres pour être promu. Et ensuite, il y a, au-delà de cette évolution dans la seniorité, il y a changer de rôle. Donc il y a plein d'opportunités aussi en sales. On peut se spécialiser, changer de fonction, prendre un job d'expert, ou passer manager. Donc c'est pour ça aussi qu'on a spécialisé davantage les équipes et créé des sous-fonctions commerciales pour donner plus d'opportunités. Il y a aussi des gens qui ont changé de marché, par exemple, c'est notre façon de progresser. Donc plein de choses peuvent se passer pour avancer. Et pour proposer un career path qui convainc un peu tout le monde. Et justement, vous allez beaucoup recruter dans les mois qui vont suivre. Quels sont, selon toi, les signaux à surveiller pour détecter un commercial qui va cartonner dans un environnement comme celui de Revolut? C'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu effleuré. Ouais. Termine-nous cette réponse. Ouais. Nous, ce qu'on cherche en entretien, c'est des gens qui sont curieux, qui apprennent vite, qui ont une vraie soif de résultats et de performance. Donc, une culture de l'excellence, qui veulent se dépasser et qui veulent aller au-delà de l'objectif qu'on leur impose. Parfait. Marrant parce que je crois que ta réponse reflète aussi ce que vous recherchez, c'est-à-dire des gens qui se prennent pas trop la tête. On va droit au but finalement. Donc j'imagine qu'il faut pas se poser trop de questions, passer trop de temps à gérer son admin, ses relances ou ses coups de fil, pas être
finalement trop minutieux. Il faut faire le plus d'actions possible et le plus rapidement. Est-ce que tu dirais ça? Alors, il y a certainement, on recherche des gens qui sont positifs, qui vont de l'avant. On veut aussi des gens ouverts, qui posent des questions. Je parlais de curiosité. Des gens qui savent rebondir après un échec. Donc, on revient forcément sur les parcours, qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé, et qui sont animés par une envie d'avoir un impact auprès de leurs clients, auprès d'une organisation, auprès de leurs collègues. Donc, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont une attitude qui nous plaît, plus qu'une expérience. On regarde le CV évidemment, les expériences passées, c'est toujours des marqueurs de potentiel, mais le vrai potentiel, il est niché dans l'attitude. Et c'est des choses qu'on peut généralement pas voir à travers les expériences, mais qu'on va essayer de déceler quand même. Soft skill, avoir soif de réussir, ça doit être très important. Soif de réussir avec des chiffres qui le prouvent. Et à l'inverse, comment est-ce que vous repérez vite les profils qui ne vont pas performer? Est-ce que tu les sens par exemple, tu vois là je pensais plutôt un peu cueilleur. Est-ce que par exemple tu sens parfois des profils qui sont peut-être forts en création de liens, sont peut-être finalement très aimables, très attentionnés, peut-être trop attentionnés, et donc tu sens qu'ils ont besoin d'être peut-être trop accompagnés par rapport à ce que vous proposez? Il y a effectivement un temps d'accompagnement, puis il y a aussi une forme de discipline, de régularité, de résilience, parce que c'est fait d'échecs, de difficultés. Et ça, il y a des gens qui effectivement qui n'aiment pas le rythme, qui n'aiment pas l'intensité qu'ont des organisations de vente véloces avec du volume, qui font de la PME comme on le fait. Et c'est vrai que le faire dans un environnement bancaire, régulé, avec les contraintes qu'on a, c'est difficile. Et si vous avez un commercial qui a été excellent, mais dont les chiffres sont désormais un peu en berne, tu vois, par exemple, un commercial qui passe un peu trop de temps parce qu'il adore ses clients à faire de l'onboarding, on en parlait tout à l'heure, quels sont les process que vous avez mis en place pour l'aider à relever la barre et la tête, parce que vous savez qu'il a été extrêmement fort, justement, en prospection, en qualification, et c'est le moment d'essayer de lui rappeler un petit peu ce qu'il est capable de faire. Ouais. Alors, j'adorerais que les commerciaux adorent faire de l'onboarding, mais c'est le truc qu'ils détestent faire. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Déjà, le manager, il doit avoir un soutien particulier parce que généralement, commerciaux expérimentés qui atteignent pas sa target, c'est un gros trou pour la target de l'équipe. Donc, ça fait partie des priorités que d'avoir le manager. C'est une zone de risque pour lui, pour l'atteinte de son propre KPI, donc faut qu'il y ait l'accompagnement. Après, il y a des formations dédiées. On a des programmes aussi pour des top performers, pour qu'ils puissent rejoindre des classes d'autres top performers, d'autres marchés, qui puissent se connaître, se découvrir, partager des expériences. Généralement, ça motive. Et on a aussi des occasions pour eux de progresser, de passer à autre chose. On va faire du recrutement, on diversifie leur exposition à d'autres choses, et on s'assure aussi que ils se renouvellent dans leur façon de vendre, qu'ils activent des nouveaux produits qu'ils ont peu vendus jusqu'à présent. Donc voilà, cette diversité, ce renouveau, c'est important pour se relancer. Bien sûr, et les garder stimulés et amoureux du produit, bien sûr, et picousés au fait de générer du résultat. Je le comprends très bien. On passe maintenant à la partie finale de notre podcast. Vous recrutez donc beaucoup de chasseurs. Quelles sont les questions les plus pertinentes que tu essaies de poser en entretien pour tâcher de détecter finalement cette fin de résultat? Alors, il y a toujours des questions sur surmonter des difficultés, des échecs. Moi, ce que j'aime bien poser, c'est des questions sur une situation particulièrement difficile avec un client, voire absurde, où ils ont su rebondir face à une certaine adversité. On a souvent des gens qui nous rentrent dedans et des clients qui disent non plusieurs fois. Un des succès d'un potentiel bon commercial chez nous, c'est justement faire face à cette adversité et aller de l'avant. Donc j'aime bien entendre des histoires où ils ont ramé, ça a été difficile, mais ils ont quand même trouvé une certaine forme de succès, ou à minima appris des leçons de cette expérience. Très clair. Quel outil et méthode tu recommanderais aux managers commerciaux qui nous écoutent, qui veulent par exemple booster l'acquisition, surtout sur des cycles courts comme chez vous? Alors pour moi, il y a déjà une première chose, c'est faire du sourcing soi-même, pas attendre que des listes de leads arrivent toutes chaudes, et voilà, cet attentisme d'une partie des équipes outbound qui existent sur le marché, ou en général dans les équipes commerciales. Je pense que c'est un vrai problème. Un des forts de l'excellence en outbound, c'est d'aller chercher soi-même des leads. On fait jamais un aussi bon travail que soi-même en tant que sourceur, et c'est bien d'avoir un BDR, c'est bien d'avoir une équipe marketing qui te génère des listes, mais ce sera jamais aussi bien que toi-même avoir eu ton idée, avoir trouvé quelque chose dans lequel tu as confiance et que tu vas pousser, parce que tes taux de conversion là-dessus seront toujours meilleurs, je pense. Alors parlons sourcing, même éventuellement scrapping. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors j'ai entendu des trucs rocambolesques et toujours plus originaux chez Revolut. Quelque chose que je trouve assez commun et surprenant
en tout cas moi venant de là d'où je venais, c'est Google Maps. Beaucoup de gens sourcent à Google Maps, soit en regardant des informations sur les entreprises, des avis Google, des contacts, tout simplement les cartes, des localisations, ou même ils utilisent Google Maps pour devenir plus pertinent vis-à-vis d'un prospect potentiel et connaître leur environnement. Donc c'est un outil accessible à tous, gratuit, qui est assez riche. Je suis entièrement aligné avec toi. Je le recommande beaucoup d'ailleurs parce que comme ça au moins ça peut aussi être un générateur d'idées, surtout quand on peut adresser entre guillemets beaucoup de gens différents. Sur ce podcast, on en a déjà entendu parler un petit peu de l'intérêt de Google Maps et du coup j'invite les gens à écouter notre épisode avec Planity où là on est vraiment dans la vente terrain, on se prend des portes et on va justement se poser la question de qui a besoin de quoi en direct. C'est ma dernière question. Quelle utilisation est-ce que les forces de vente doivent faire selon toi de l'intelligence artificielle? Et alors là je reviens sur un plaisir que je me suis fait de complètement te stocker sur LinkedIn à foison et j'ai même lu un petit peu ce rapport. T'as contribué à l'écriture d'un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences professionnelles en 2018. C'est très intéressant parce que ça annonce beaucoup de choses qu'on voit dès à présent, avec beaucoup de justesse parfois. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, une des conclusions de ce rapport, qui était une étude macroéconomique, donc c'était pour le think tank de McKinsey, qui est assez influent dans le monde des entreprises et mon business, qui s'appelle le McKinsey Global Institute, c'était d'analyser d'un point de vue macroéconomique comment l'arrivée de l'IA et d'autres formes d'automatisation allait disrupter le monde des compétences sur le marché du travail. Alors, toutes les compétences basiques sont susceptibles d'être davantage supprimées que les compétences sophistiquées. Les compétences sophistiquées, c'est du problem solving difficile. Il y en a plein en sales, de la relation avec des personnes, c'est compliqué et ça se dématérialise assez peu, et il y en a plein en sales, donc c'est une excellente nouvelle. C'est une fonction qui existera toujours, je suis convaincu. Pour autant, il y a aussi une grande quantité de tâches pas passionnantes en sales, répétitives, administratives, et tout ça, c'est parfaitement sujet à être automatisé par l'IA. On peut penser dans le cycle de vente à toute la partie amont, franchement, les premières interactions clients, les échanges de mails, pourquoi pas les automatiser avec des agents, avec des bots, voire même il y a des gens qui développent des solutions qui permettent de parler, d'échanger avec les prospects pour caler un premier rendez-vous. Ça peut être assez pertinent. Mais il y en a tout du long. L'analyse des chiffres, voilà, il y a plein de choses pour remettre en surface des informations clés sur des prospects et des opportunités et des commerciaux. Donc pour moi, c'est tout au long du cycle de vente. En revanche, voilà, il y a cette dichotomie dans le métier commercial entre des choses rébarbatives et pénibles et puis des choses à haute valeur ajoutée qui seront jamais disruptables. On disait en 2018 qu'un commercial passe malheureusement 2/3 de son temps à faire de l'admin et seulement 1/3 de son temps à vendre. Et j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu en train de réduire. Et vous parliez pas forcément directement d'intelligence artificielle générative dans ce rapport, mais quand même pour une grande et une bonne partie. Et quand tu parles du travail sophistiqué, j'ai l'impression aussi que finalement l'IA touche pas forcément les métiers pas artisanaux, mais les métiers où on n'est pas forcément derrière son ordinateur à générer des textes, etc. Et que donc l'interaction va prévaloir. Et la qualité de cette interaction aussi. Ça va me permettre de trouver une transition toute trouvée pour mettre fin finalement à cet épisode, puisque la qualité de tes réponses, elle était très forte, l'efficacité également. Merci beaucoup d'être venu sur toutes ces méthodes de vente, sur cette vélocité inspirante, je pense, pour tous nos auditeurs. Vous allez vite, vous allez bien. Donc merci beaucoup Maxime. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Vive la Vente à la rentrée. Ce sera sans moi, parce que c'était mon dernier épisode de Vive la Vente, et c'était avec grand plaisir que je termine cette saison avec ce super épisode. Voilà, à bientôt, et vive la vente.